Ähm, Chers Kollegen de la Suisse romande et d'au-delà, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Deutschschweiz, cari colleghi del Ticino, bonjour. Euh, je suis très content d'être là. Je vous remercie beaucoup de l'invitation, toute l'équipe du CMCS, particulièrement Madame Laetitia Ullmann pour les discussions pour préparer ce webinaire. Alors, je pense que vous allez avoir probablement un regard un peu complémentaire. Euh, Moi, j'ai mis en fait dans le nuage que l'approche par compétence était un défi. C'est la raison pour laquelle vous avez ce mot dans le titre. Euh, Ma présentation va se dérouler en quatre parties. La première, c'est que je vais partager avec vous un postulat de départ pour bien situer d'où je viens et au regard des travaux que je fais avec mes collègues, enfin la manière dont on a d'aborder cette question-là. Je ne vais pas simplement insister, comme vous l'avez dit en introduction, sur la nécessité de se doter de modèles compréhensifs par les changements en fait que l'approche par compétences provoque. Je pointerai quelques enjeux pour les pratiques évaluatives et puis, pardon, je terminerai avec une conclusion ouverte. Le postulat de départ est le suivant. En fait, on a pas mal de travaux sur les curricula qui montrent que le changement de curriculum, la mise en œuvre d'un nouveau curriculum, à partir du moment où les enseignants s'y associent d'une manière ou d'une autre, oblige à penser différemment sa pédagogie et ses pratiques évaluatives. Donc en fait, on est, nous, dans un bain de compétences depuis un certain temps pour des raisons politiques. C'est un mot dans le canton de Vaud, en tout cas, qu'on a de la difficulté à exprimer, mais je n'ai pas le temps de développer ici. Quoi qu'il en soit, on a vu et on voit dans le terrain des changements qui se sont déroulés, plus ou moins implicites euh, et plus ou moins demandés. Mais je pense que c'est un postulat qui est important. Voilà, entrer dans une explicitation de ce que c'est que ça va modifier en fait le quotidien de la classe. Et l'idée, en fin de compte, contrairement à certaines approches, c'est de ne pas penser d'abord aux méthodes d'enseignement et d'évaluation, mais c'est d'abord de réfléchir en fait sur les contenus qui méritent d'être enseignés, appris et évalués. Ce décalage est très important pour deux raisons. La première raison, c'est que, il s'agit, avec l'approche par compétences et les apprentissages complexes, de réfléchir à mettre d'abord en avant la recherche de la qualité de l'apprentissage plutôt que de sa quantité et de faire une réflexion approfondie sur l'apprentissage plutôt que sur ce que les élèves vont devoir faire au travers de séquences. Et puis la deuxième chose, c'est accepter en fait le constat qui est en lien avec le premier, que globalement les programmes sont trop lourds. Alors, on a pas mal de travaux là-dessus. Bernard Lahire, le sociologue, l'a encore montré dans son dernier essai publié récemment en France. Il y a trop, en fait, dans l'école en général, et les élèves, en fait, n'ont pas le temps de s'approprier les apprentissages en profondeur parce qu'ils sont régulièrement dans une course d'obstacles. Il y a des études aux USA qui ont montré qu'il faudrait à peu près deux fois plus de temps d'enseignement pour que les élèves s'approprient à peu près le curriculum. On n'y arrivera de toute façon pas. Donc, la question de choisir, en fait, ce qui compte vraiment est à la base, en fin de compte, du raisonnement que je vais partager avec vous. Une grande réflexion donc sur les contenus. Et donc, suite à quantité de controverses théoriques hein, sur les compétences, qui restent un concept théoriquement peu stabilisé et qui provoque encore beaucoup de controverses, en tout cas dans la recherche francophone, certains auteurs, comme Craé, appellent à se doter de modèles compréhensifs pour être très au clair finalement de qu'est-ce que nous souhaitons que nos élèves apprennent, qu'est-ce que nous souhaitons évaluer chez les élèves. Et donc, un des enjeux de ces modèles compréhensifs, c'est d'abord de restaurer le disciplinaire. Alors, c'est une grande critique, en fait, qui est toujours adressée aux compétences et que nous, on retrouve chez certains enseignants hein, qui disent, mais en fait, moi, avec des compétences, j'ai l'impression que ma discipline disparaît. Euh, c'est assez interpellant, en fait, comme réflexion, mais qui n'est pas sans fondement.
puisque Anderson, encore dans une méta-analyse dont je vous donnerai la référence tout à l'heure, dit que c'est un des enjeux de restaurer en fait le disciplinaire, de ramener en fait le contenu de la discipline qui est fondamentalement différent d'une discipline à l'autre à la surface. Et donc, l'enjeu, c'est de réorienter en fait certaines pratiques autour de modèles théoriques de l'activité cognitive de l'élève. Ma collègue tout à l'heure a parlé de la taxonomie d'Anderson et Krathwohl, je vais vous en reparler. C'est un modèle théorique qui permet notamment d'expliciter ce qu'on attend en termes d'apprentissage chez l'élève, notamment lorsqu'il s'agit de monter en complexité. Du point de vue de l'évaluation, ben, de mon point de vue, il y a trois enjeux en fait derrière ces leviers des modèles théoriques. C'est d'abord faire en sorte que l'évaluation formative soit continue, formelle, informelle, mais ne se réduise pas à ce que, en francophonie, on appelle le test à blanc. Vous savez, c'est le test en fait que les élèves passent juste avant le test final pour notes, qui a exactement la même couleur, juste pour essayer de voir si les élèves comprennent un peu ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'est pas de l'évaluation formative, donc il faut de l'évaluation formative continue. Il faudrait aussi, à un moment donné, grâce à ces modèles qui explicitent l'apprentissage, inscrire toute démarche d'évaluation, cette fois-ci sommative, dans les processus d'enseignement-apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on a passablement de travaux qui montrent que souvent, cette évaluation sommative, elle est en partie décrochée de ce qui s'est déroulé en classe avant. Et puis, par rapport à la notation, qui reste quand même une zone d'ombre dans beaucoup de travaux et dans beaucoup de présentations, en fait, on ne sait pas vraiment, en fait, comment les notes se construisent, ou on ne sait pas vraiment quelle est la logique qui fait que, voilà, on va mettre la réussite à tel nombre de points ou pas. Mais que cette notation ait une haute valeur informative, c'est-à-dire qu'elle puisse donner des renseignements à l'élève sur ce qu'il réussit ou ce qu'il ne réussit pas. Donc, je vais développer maintenant ces éléments. La conséquence, c'est euh, pour réussir à accompagner cette approche par compétence, pour accompagner les enseignants dans cette approche par compétence, on a pas mal de travaux issus du champ des curricula qui disent que l'enjeu majeur, c'est de modéliser la cohérence entre ce qui est enseigné, ce que les élèves apprennent vraiment, parce que c'est pas parce qu'on enseigne que les élèves apprennent, et ce qui est évalué de manière formelle ou informelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de remonter, d'inscrire l'approche par compétence dans un système où on ne peut pas parler que de l'évaluation, on doit d'abord parler de l'enseignement et de l'apprentissage. Si ça vous intéresse, je peux partager une référence biographique, mais on a des travaux qui montrent que cette approche par compétence a besoin de travailler sur cette modélisation. Et nous, ce qu'on fait depuis pas mal d'années, on travaille avec le modèle de l'alignement curriculaire que probablement certains d'entre vous connaissent, et son acception élargie, justement pour travailler à cette modélisation enseignement, apprentissage, évaluation, et qui est particulièrement importante dans une approche qui vise des apprentissages complexes. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord, selon Anderson, de partir de l'idée que entre les compétences du programme, les tâches d'apprentissage que les élèves sont amenés à réaliser de manière continue et l'évaluation, il y a une cohérence. C'est-à-dire que on va être vraiment attentif à ce que l'entraînement soit véritablement en lien avec les objectifs, les compétences du programme et quand il y aura évaluation également. Nous, on travaille avec ces trois types de questions. Ces questions, moi, je vous encourage à les avoir déjà à l'esprit. C'est vraiment cette idée de dire, ben, est-ce que à gauche, on évalue ce qui est dans le programme et inversement, à droite, est-ce qu'on évalue ce qui est enseigné et appris et inversement, et en bas, est-ce qu'on fait apprendre ce qui est prescrit et ce qui est prescrit est-il enseigné? Puis là, peut-être que certains d'entre vous se disent, ben, oui, évidemment, on espère que c'est comme ça. Et en fait, les recherches sur l'alignement curriculaire montrent que très souvent, ces réponses ne sont pas franchement aussi affirmatives que ça. On a pas mal de travaux qui montrent que les élèves sont souvent ou régulièrement évalués sur des choses qui ne sont pas vraiment dans le programme ou qui sont indirectement dans le programme, soit de manière très succincte, soit dans une autre année. Sur la relation évaluation tâche d'apprentissage, on voit qu'on a fréquemment des situations
où les élèves ne sont pas évalués sur ce qui a été réalisé en classe, ou pas entièrement, ou en partie sur des choses qu'ils ont faites à la maison. Donc là, on a aussi un problème. Et puis, sur la troisième liaison en bas, est-ce qu'on fait apprendre ce qui est prescrit? Bah, là, évidemment, non plus. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand on peut répondre positivement à ça, eh bien, on a un apprentissage qui est aligné curriculairement et donc on peut véritablement amener les élèves à la complexité. Mais dès que cet alignement est défaillant, eh ben, on a des problèmes en fait d'alignement curriculaire et de moins en moins d'élèves qui peuvent accéder à la complexité. Les choses vont se gâter quand on va entrer en évaluation sommative. Je dis ça un peu de manière ironique parce que l'évaluation sommative, qui est véritablement l'évaluation avec les enjeux les plus élevés, eh bien, sur l'alignement curriculaire, on n'en sait pas grand-chose. En fait, les auteurs ne sont pas entrés dans le détail de, mais le jour où il y a un test avec des critères, des points, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il se passe ça. Il se passe à un moment donné que ben, on va avoir dans une épreuve, là, il faut vraiment que vous imaginiez une épreuve que vous faites passer à vos élèves ou à vos étudiants. Eh bien, il va y avoir à un moment donné à faire des choix sur les compétences qu'on va évaluer dans cette épreuve. On va faire l'hypothèse qu'on ne peut pas évaluer toutes les compétences qu'on a enseignées parce qu'il y aurait beaucoup trop ou il y aurait beaucoup trop peu d'indices par compétence. Donc, on va faire un choix sur les compétences clés. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour éviter le trop-plein. On va dire que cette référenciation aux compétences, elle est restreinte du fait qu'il y a des choix. Et puis, il y a cette partie de design, c'est-à-dire qu'on va designer les tâches d'évaluation au regard de ce qui s'est passé en classe, des tâches d'apprentissage, toujours dans cette recherche d'alignement curriculaire. Et puis là, le modèle s'élargit parce qu'on va avoir deux éléments très importants du point de vue de l'évaluation sommative des compétences. D'abord, la pondération, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser des critères, est-ce qu'on va utiliser des points, est-ce qu'on va utiliser les deux dans une modalité qu'on va appeler mixte. Ben ça va être aussi intéressant à poser par rapport à évaluer une complexité. Et puis la notation, qui est souvent le lieu où on ne sait pas grand-chose en fait de comment les notes sont construites. Eh bien, les échelles en Suisse vont de 1 à 6, mais on pourra se poser la question du barème qu'on utilise, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un barème qui donne ce qui est attendu pour un 4, pour l'excellence, comment est-ce qu'on va parler de l'insuffisance, hein, c'est-à-dire la détermination des différents seuils. Idéalement, ce système devrait tenir en place aussi d'un point de vue de cohérence curriculaire. Et là, nous, on travaille très pragmatiquement avec les enseignants et les étudiants sur ce type de questions qui ressemblent aux questions de l'alignement curriculaire, mais cette fois-ci dans l'épreuve sommative où la complexité est évaluée, puisque nous sommes là en référence au plan d'études qui est sous forme de compétences. Et vous voyez que, je ne vais pas toutes les détailler parce que c'est vraiment une question on va dire, de réflexe professionnel. On va se poser ce type de questions, hein. Les compétences sont-elles évaluées dans les tâches et inversement? Les compétences sont-elles décrites dans les critères et inversement? Les tâches donnent-elles lieu à un poids par rapport à la pondération? Et puis les questions sur la notation, où typiquement, sur la relation 5, on regardera en fait dans quelle mesure les critères permettent d'établir les échelons au-delà de certains barèmes, comme le barème fédéral, hein. Nous, on a le barème fédéral en Suisse romande, je ne sais pas en Suisse alémanique, où c'est toujours en fait le même barème qui est calculé. C'est un algorithme mathématique. On peut se poser la question du sens de cet algorithme mathématique qui finalement ne permet pas, à mon sens, de rester en contact avec les compétences évaluées. Parce que finalement, dire qu'un 4 vaut 66%, je pense qu'on ne dit rien du tout. 66% d'une compétence, ça veut rien dire. Ça dépend de la situation d'évaluation, ça dépend de ce qui a été fait en classe. Trop de facteurs entrent en ligne de compte pour traiter de ça. Et donc, cet alignement curriculaire, il s'agit maintenant de l'interpréter, en fait. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les enseignants à des outils comme la taxonomie d'Anderson et Krathwohl, qui permet, en fait, elle est dessinée ici différemment que celle de ma collègue, qui permet, en fait, d'expliciter ces apprentissages et de thématiser cette question de l'apprentissage complexe. Alors, génériquement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs Anderson et Krathwohl ont défini 6 niveaux d'habileté cognitive complexe. Elles sont à gauche, se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez ici les intitulés généraux, et nous, on travaille beaucoup avec ça pour demander, travailler avec les étudiants, les enseignants sur, mais en fait, quand tu demandes à un élève de comprendre un schéma narratif d'un texte, est-ce que c'est complexe ou pas? Pourquoi? Et là, comme je disais tout à l'heure, l'habileté cognitive ne suffit pas, en fait. Il faut qu'on aille sur le contenu. Parce que comprendre une intrigue d'un conte, ce n'est pas la même chose que comprendre la logique argumentative d'une dissertation, hein. Le contenu est plus complexe, donc la complexité va bouger à habileté cognitive égale. Et c'est bien ce que les auteurs montrent en disant que l'habileté cognitive doit s'apparier en fait à quatre catégories de contenu, les faits, que toutes les disciplines ont, des terminologies, du vocabulaire, hein. On discutait l'autre jour avec des enseignants de mathématiques qui nous disaient, mais les élèves doivent comprendre le vocabulaire mathématique. Ils doivent comprendre ce que c'est une médiatrice. Ils doivent comprendre ce que c'est un ongle. Ils doivent, voilà. Les concepts, toutes les disciplines manipulent des concepts, hein, en termes de catégories, de classification. C'est souvent là d'ailleurs que les élèves ont des difficultés et que la complexité est difficile à accompagner, à faire en sorte qu'elle soit appréhendable par les élèves et encore plus à évaluer. Typiquement, on a des élèves pour qui le concept de révolution en histoire, c'est un concept très compliqué en fait à comprendre, à utiliser. Troisième catégorie de contenu, les procédures. Et quatrième catégorie de contenu, la métacognition. Ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, cet outil permet d'expliciter les apprentissages menés à travailler et à évaluer. En croisant une habileté cognitive et une catégorie de contenu, on obtient un apprentissage dont la complexité peut être jugée au regard du plan d'études notamment, et mis en lien avec des tâches d'apprentissage, des attentes, plus tard des critères. Donc, dans la littérature, on voit que cette taxonomie est utilisée, est exploitée pour travailler en fait à l'alignement curriculaire. Maintenant, les enjeux pour les pratiques évaluatives par rapport à ça, eh bien, ils sont au moins de trois ordres. Le premier, c'est justement faire en sorte que l'évaluation formative soit là au quotidien dans la classe sur des apprentissages complexes. Nous, ce qu'on voit beaucoup en fait dans nos travaux, c'est que la simplicité, quelque part, est encore très présente dans les classes, hein, et que quand les enseignants font de l'évaluation formative, c'est beaucoup du quiz, de la restitution, de la mémorisation, c'est des caouts, des petits jeux comme ça, où en fait les réponses sont très vite corrigées, et puis il y a un petit peu de feedback, et puis on avance. Or, la démarche formative, quand elle est réfléchie dans un aliment curriculaire, elle devrait aussi porter sur des apprentissages complexes au travers notamment de retours oraux ou écrits. L'évaluation sommative, dans une approche par compétence, va devoir porter sur des critères. Là-dessus aussi, on a toute une littérature importante qui montre que le seul outil pour qualifier en fait la réussite dans des apprentissages complexes, c'est l'évaluation par critères, parce que ce sont les seuls outils qui permettent de dire, ben là tu réussis, là tu ne réussis pas encore. Ce qu'on observe, c'est que l'évaluation critériée est très peu présente dans les classes. Et une hypothèse qu'on fait, c'est qu'il manque en amont de cette évaluation critériée une réflexion sur les contenus, sur qu'est-ce qui est important dans la discipline, quel type de compétences on veut mettre en avant, comment on veut les hiérarchiser. Et ce premier pas que je décrivais tout à l'heure n'étant pas là, l'alignement curriculaire a de la peine à exister et donc les critères ne sont pas utilisés. Et l'enjeu qui va être là, je pense, enfin un des enjeux, mais peut-être que c'est parce que je travaille trop là-dessus que je suis un peu trop, je suis un peu trop, voilà, un peu obtus là-dessus, c'est le fait qu'on a encore aujourd'hui des pratiques de notation très peu informatives. Les élèves font un test, reçoivent des points, reçoivent, voilà, ont une échelle, un barème fédéral, un barème standardisé, hop, ils regardent leurs notes, ils tournent la page et ils continuent. Ce qu'on doit absolument faire, à mon avis, et c'est une occasion inespérée avec ce PEC, c'est de travailler sur des pratiques de notation que j'appelle avec d'autres constructives, mais justement parce que basées sur des critères permettent de dire aux élèves, voilà, par rapport à cette compétence-là, ça va bien et ça ne joue pas encore, parce qu'il y a un enjeu de progression là qui est très important et qui, à mon avis, est insuffisant au gymnase
aujourd'hui. Pour terminer, la première conclusion que je ferai, c'est que je fais partie en fait voilà, des universitaires, des formateurs qui pensent que l'approche par compétence en fait n'est pas anodine. Et je pense, il y a beaucoup d'enseignants dans ce webinaire, et je pense que ça doit donner l'occasion de refaire la réflexion, de faire la réflexion justement sur ces éléments d'évaluation critériée, sur une discipline, même une compétence transversale. La compétence transversale, pour moi, ne peut s'exercer qu'à partir d'une discipline, parce que nous sommes inégalement compétents en collaborant dans une cuisine, par exemple, en collaborant dans un atelier de vélo. En tout cas, c'est mon cas. Donc ça, c'est vraiment important en ayant cet alignement curriculaire en vue. Et c'est très intéressant parce que Laurie Anderson vient de commettre un rapport extrêmement instructif dans le cadre de l'UNESCO avec une méta-analyse très importante sur l'alignement curriculaire. Et il pointe en fait deux éléments, je pense, très importants et à mon avis qui devraient être saisis par les décideurs de ce pays. C'est de se dire que il ressort en fait de toutes les analyses dans les changements de curriculum que quand un curriculum nouveau arrive, les désalignements curriculaires augmentent. C'est-à-dire l'alignement curriculaire est plus faible partout. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça. Je n'ai pas le temps de les détailler là, mais un des éléments, c'est le fait que les enseignants n'ont pas suffisamment d'expertise sur les contenus et de temps pour réfléchir sur les contenus importants qu'ils vont devoir enseigner et évaluer. Et ça provoque en fait des désalignements importants. Ça a été confirmé par une revue de littérature de Johnson et collègues sur 108 articles qui montrent en fait que sans l'alignement curriculaire, eh bien, on ne peut pas avoir un système éducatif de haute qualité, c'est-à-dire qui va amener le plus grand nombre d'élèves à travailler au niveau de compétences assez élevées dans des dimensions durables. Voilà, j'en ai terminé. Je tiens, je voulais pas vous faire une diapo avec plein de références, mais je les tiens évidemment à disposition. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je me réjouis des échanges.